Bonjour à toutes et à tous, donc je vais vous parler de communication coopérative non violente. En 45 minutes, on va se livrer à l'exercice, hein. J'essaie de faire le taf, mais la grande idée, c'est que voilà, c'est une matière quand même qui est un peu particulière parce qu'elle demande beaucoup de travail sur soi. Avant de travailler sur les autres, on travaille d'abord sur soi. Et voilà, c'est 700 heures pour être certifié au niveau, ce qu'on appelle la certification internationale. Bon, pour vous dire, j'ai suivi que 100 heures. Vous dire, voilà, bon, mais j'essaye, voilà. Là, ça va être 45 minutes, mais comme vous êtes voilà, on m'a dit, hein, en tout cas, qu'à Procréa, il y avait que des gens qui absorbaient et qui encaissaient les trucs en tellement peu de temps. J'essaie de vous synthétiser tout ça. Donc, c'est quoi la grande idée? Ce dont on va parler aujourd'hui dans l'accompagnement, c'est comment passer d'une intention de résultat à une intention de relation. Alors moi, dans l'accompagnement que j'ai fait, j'étais au BIG, j'étais à Alter Incube, etc. Donc j'ai accompagné des porteurs de projets et j'ai une équipe qui accompagne des porteurs de projets. On est quand même souvent en intention de résultat. C'est-à-dire que, et c'est normal, on a des impératifs de création d'emplois, de création d'entreprise, ce qui inconsciemment nous met dans des positions inconscientes de domination. Voilà, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Quitter ces intentions inconscientes de domination pour créer du bonheur dans l'accompagnement. D'abord du bonheur pour soi, et ensuite du bonheur pour le porteur de projet. Alors je ne vous raconte pas une histoire de bisounours, hein. L'objectif de tout ça, c'est comme la santé des dirigeants, hein, l'Observatoire à Maroc. L'objectif de tout ça, c'est l'efficacité et l'efficience dans la conduite d'un projet et l'aboutissement à un résultat positif. C'est vraiment ça le but. Voilà. Alors, en 45 minutes, on va essayer de développer notre capacité à accompagner les porteurs de projets en prenant en compte la considération et le respect des personnes, sans jugement, sans interprétation. Moi, quand j'ai commencé à accompagner, c'était jugement, interprétation. Je suis un ancien banquier, c'est normal. Voilà. Prévenir les tensions et conflits dans l'accompagnement et au sein de l'équipe projet, important, et co-construire un accompagnement dans la joie. Pour autant, cet accompagnement doit être robuste et partagé. Voilà. C'est l'équation à laquelle on va s'attaquer. Donc, on va traiter ça en 4 parties, hein. Le cadre de référence de la communication coopérative non violente, ou le pouvoir avec les porteurs de projets et non pas sur les porteurs de projets. Comment réussir la communication coopérative non violente dans mon accompagnement. Je vous parlais un peu du processus et des 4 piliers, si le temps imparti me permet de le faire. Alors, le pouvoir avec les porteurs de projets et pas sur les porteurs de projets. C'est la première partie. Finalement, quand on parle de communication coopérative non violente, on parle d'abord de communication. Mais finalement, vous êtes un accompagnant. En face de vous, vous avez un projet ou une équipe projet, puis vous leur parlez. Que vous utilisiez des outils digitaux ou un discours physique, il y a une communication qui entre en œuvre. Dans cette communication, on envoie un message à un récepteur, qui est le porteur de projet en l'occurrence. D'accord, on en attend un feedback, enfin, on espère en avoir un. Et en fait, il y a ce qu'on appelle des bruits. Et les bruits, c'est ce qu'on va appeler les bruits de fond ou les bruits de forme. Voilà. Donc, et la forme, on verra que la sémantique est très très importante quand on accompagne un porteur de projet ou dans la vie en général de toute façon, hein. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ça marche avec vos enfants, ça marche avec vos parents, avec votre conjoint, avec des amis, votre écosystème. Enfin, voilà, ça marche pour tout. Voilà. Et quand on n'est pas attentif à ça, en fait, au bruit, on provoque ça, en fait, en général. C'est-à-dire que le message est entendu, il n'est pas reçu, mal interprété, ou alors on émet de l'interprétation, et c'est encore pire, et on n'a pas de feedback en fait. Au pire, on a un feedback négatif et une position de frein et de blocage du porteur de projet. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que quand j'envoie un message, il soit reçu, écouté, compris, accepté, et je m'en assure, de façon à ce que j'ai un feedback qui me permette de continuer à co-construire mon accompagnement avec le porteur de projet. C'est vraiment ça l'objectif. Donc finalement, la communication non violente, c'est d'abord de la communication. Elle est coopérative parce qu'on est dans un axe de co-construction et on va faire ça avec notre accompagné, c'est-à-dire avec notre porteur de projet. Alors la communication coopérative non violente, ça marche dans la communication interpersonnelle, dans un petit groupe, et ça marche également dans une communication qu'on va appeler de masse, c'est-à-dire sur un grand groupe. Donc moi, je vais essayer d'être en communication non violente. C'est facile pour moi en 45 minutes parce que vous n'avez pas droit à la parole, je n'ai pas le temps. Voilà. Vous voyez, comme ça, ah oui. Je ne pourrais pas me dire, ah, il en parle, mais il ne la pratique pas. Hein, le pouvoir avec les autres, avec vous, le pouvoir. Avec vous. Alors, ce qui est important, en fait, il n'y a pas de communication non violente ou coopérative non violente dans l'accompagnement qui fonctionne s'il n'y a pas une claire et une véritable intention.
Voilà, on peut apprendre toutes les techniques qu'on veut. Moi, je me suis mis à ça parce que j'étais formateur, je le suis toujours, en intelligence collective, et donc sur des techniques de codécision, co-construction, etc. Et je me suis aperçu que j'ai un trou dans la raquette, c'est que les gens ne savent pas se parler. Alors on peut mettre toutes les techniques qu'on veut, hein, les chapeaux de Bono, tout ce qu'on veut, hein. PNL, j'ai tout mis, hein. Enfin j'ai tout mis. J'ai pas le droit de dire tout, c'est pas dans la communication non violente, tout n'existe pas. J'ai mis pas mal de choses, et les gens ne savent pas se parler. Formation en écoute active, en fait, on peut former les gens à l'écoute active, mais si les gens n'ont pas l'intention de s'écouter, ça ne marchera pas. Voilà. Là, vous me parlez, oui, ah, je comprends bien, oui. Je vais même reformuler. Ah, ce que tu me dis, c'est, mais en fait, j'ai aucune intention. Voilà, donc tu le verras au bout d'un moment, normalement, j'enverrai un signal faible. Tu vas me raconter du flanc, là. Voilà. Donc, pour l'accompagnement d'un projet, préférons-nous avoir raison, et c'est souvent notre problématique d'accompagnant, parce qu'on a le savoir, on a la courbe d'expérience, ou être en bonne relation d'accompagnement, en confiance. Et ça, c'est vraiment très important, d'autant que notre accompagnement se fait dans la durée. Ce n'est pas un rendez-vous. Si on casse le lien de confiance, ça va être très compliqué de le récupérer. Voilà. Et on peut se dire, bah, finalement, le lien de confiance, je m'en fous, j'ai l'autorité. Tu n'es pas content, tu as signé une convention d'accompagnement, tu viens plus à nos formations, bah, tu me rembourses 8 000 €. Tac. Punition, récompense, soumission, domination. Et le principe de la communication coopérative non violente, c'est ni paillasson, ni hérisson. Voilà. Donc, quel intérêt, enfin, quel bénéfice on trouve à prouver que l'un a raison, l'autre a tort? Aucun intérêt. Plutôt trouver une solution. Bon, notre intérêt, c'est de faire en sorte que le projet se développe, que l'entreprise soit constituée, que ça se développe, que ça fasse du business. C'est vraiment ça notre objectif. Et que le porteur de projet soit heureux, et surtout que nous, accompagnants, nous soyons heureux. C'est aussi le but du truc, hein, quand même. Hein. C'est qu'on fasse également ce job dans le bonheur. C'est-à-dire que si on rentre le soir, j'en parle avec Vincent, j'en parle avec Déborah, etc. Et parfois, le soir, on se fait un débrief de la journée, etc., des rendez-vous. Parfois, il y a une charge mentale, quoi. Et on se parle pour dire, non, auto-empathie, là, décharge, évacue tout ça, que les rendez-vous recommencent demain, quoi. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc, le seul progrès qui vaille, après l'intelligence artificielle et le blockchain, c'est le bonheur. Des habitudes et fausses croyances bien ancrées. Donc la CNV, ce n'est pas quelque chose de naturel. Hein. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, on a été sédimenté par notre éducation. Tous les êtres dans cette salle ont été sédimentés par leur éducation. Parce que vous êtes tous sortis du ventre d'une mère, vous avez tous grandi, vous avez une éducation, enfant, un père, une mère, plutôt sympa, plutôt pas sympa, plutôt attentif, plutôt pas attentif, des profs, des machins qui vous ont brimé, sublimé, trop sublimé, pas assez, enfin bref. Il y a tout un tas de choses qui font qu'on est dans une espèce de carcan, c'est comme ça. Et il y a des choses d'ordre physiologique et des choses d'ordre sociologique. Sur le plan physiologique, très simplement, pour comprendre ce qui se passe en nous, en fait, et ce qui se passe en l'autre, en fait, il y a plus que 3 cerveaux, bien sûr, mais les 3 grands, c'est le cerveau, le néocortex, celui de la raison, celui de l'émotionnel, le cerveau limbique, et celui de l'instinctif, qui est le cerveau reptilien. Donc ça, c'est nous. Et très souvent, dans nos réactions en relation interpersonnelle, donc entre un accompagnant et un accompagné, en ce qui nous concerne, on va souvent faire fonctionner le cerveau reptilien et le cerveau limbique. C'est-à-dire émotionnel et instinctif. Voilà. Et parfois, perdre un peu le rationnel, surréagir. Un porteur de projet peut surréagir, mais un accompagnant aussi peut surréagir. Voilà. Et pas avoir la bonne posture, assertive, ancrée, authentique. Ne pas confondre à ce sujet l'authenticité et la spontanéité. Être authentique, c'est pas être spontané. Être authentique, c'est être spontané, après on va tourner cette fois la langue dans sa bouche, quoi, pour faire simple. Voilà. Sinon, on risque vraiment d'être à côté de la plaque et de ne pas faire avancer les éléments. Le deuxième point sociologique, c'est que finalement, toute notre éducation, hein, c'est très schématique, hein, bien entendu, on a des conditionnements, bon, mauvais, il n'y a pas de jugement à apporter là-dessus, culturels, de croyances, etc., qui existent. Voilà, donc je mets le petit schéma, voilà, papa, grande sœur, petit frère, nounours, voilà. Et on cherche toujours à savoir, c'est comme ça, en tout cas pour une bonne partie des personnes, on fonctionne un petit peu comme ça, de manière souvent inconsciente. Hein. Je ne vous parle pas de la conscience. Heureusement, on est tous des êtres bienveillants et affectueux, mais dans notre inconscient, on ne l'est pas toujours. Voilà. Donc ça crée des réactions impulsives, des conflits, domination-soumission, récompense ou punition, culpabilisation. Alors moi, j'ai déjà pratiqué avec un porteur de projet la culpabilisation. J'ai l'honnêteté de le dire. C'est-à-dire, je lui ai mis une pression pour qu'il culpabilise et pour qu'il arrête ses bêtises, quoi, pour qu'il bosse un peu, quoi. Et donc, pour le faire bosser, je l'ai culpabilisé, quoi. Tac. Voilà. Peur aussi, on peut jouer sur la peur. Si, tu n'auras pas, le Startup projet. Voilà. Je rigole. Bon, peur, fuite.
Fuite. Et donc, le porteur de projet peut aussi fuir. Moi, j'ai eu des fuites d'accompagnement. Le porteur de projet, je le vois de moins en moins, il se fait discret, il se passe quelque chose. Une fuite, c'est jamais comme ça un hasard. Il se passe quelque chose. Mensonge, omission. Donc ça arrive aussi, c'est-à-dire qu'on commence à dissimuler la vérité, j'ai plus de relation de confiance, j'ai plus d'authenticité, et vous avez un jury à un moment donné où la personne dit c'est bon, j'ai 200 000 euros de la Banque Populaire du Sud, et puis malheureusement à côté de moi j'ai la directrice de la Banque Populaire du Sud qui me dit non, je lui ai juste dit que son projet était intéressant. Voilà, bon, donc là on commence un petit peu à être borderline là, et là, la confiance est rompue, hein. Donc ce projet ne sera pas financé. Il annonce qu'il va être financé à 200 000 euros. Or, le factuel, c'est que la directrice d'agence lui a dit son projet est intéressant. Ce qui n'a rien à voir à je vous accorde 200 000 euros de crédit. Voilà. Donc voilà, il faut être attentif à ça. Donc la confiance est très importante. Quand elles seront, on part sur des accompagnements qui partent un petit peu à volo, c'est un peu dangereux. Voilà. Le patron de cette affaire-là, enfin c'est Gandhi, hein, le patron de la communication non violente, mais celui qui a repris d'un point de vue marketing le truc, c'est Marshall Rosenberg, c'est vraiment le chantre de cette affaire. Et il part de deux constats, c'est que nous avons tous un élan naturel pour l'échange et la coopération. La bienveillance est dans notre nature, donc c'est un peu rousséiste, mais en tout cas, moi je partage plutôt ce point de vue. Et puis il nous arrive d'être coupés de notre bienveillance naturelle et nous sommes alors pris par des réactions. En général, et on va surréagir, avoir des émotions fortes de colère, de tristesse, de peur. Voilà, ça va arriver, ça va être comme ça. Voilà. Et les conflits naissent souvent de notre difficulté à nous et pas la difficulté de l'autre. Alors c'est un deuxième enseignement de la communication coopérative non violente, c'est parfois on dit, enfin, quand on fait des petites réunions avec Vincent et Desbrands, on dit tel projet c'est pas bon, la porteuse de projet est pas bonne, il y a ceci, enfin bref, dans les jugements d'interprétation, alors que le problème c'est nous. Mais on est incapable de dire que le problème c'est nous, et puis on n'a pas envie, c'est pas confortable du tout. Qu'est-ce que j'ai raté pour que justement il se comporte comme ça? Et on n'ose pas faire ça, parce que d'abord on se dit, hey, moi, à 18h30 je quitte le bureau, voilà, donc les problèmes c'est après quoi. Je ne vais pas me remettre en question. Il n'a pas fait son boulot. Voilà. Donc, ce qu'on n'a pas envie d'avoir d'une manière générale, bon, un porteur de projet soumis, je mets entre guillemets le mot soumission, c'est des postures très dépendantes. C'est-à-dire, on va avoir un porteur de projet très dépendant de son accompagnant. Alors, celui-là, en général, démission de l'intelligence, il y a des risques, hein, démission de la créativité, démission de la motivation vraie, comportement passif, voire passif-agressif. Après, avec une agressivité qu'on appelle contenue. Voilà. Alors, c'est pas terrible, hein, c'est pas génial. Ou alors, on peut avoir des postures indépendantes, donc rébellion, hein, donc un abandon, en général, c'est un abandon de l'accompagnement, une position de franc-tireur, quelqu'un qui va travailler en solo dans son garage, qui va pas être très participatif, pas en collaboratif, pas d'adhésion à un programme, pas d'adhésion à un projet. Même l'accompagnement, il va être capable de vous dire « tes journées collectives, c'est gentil, mais je connais un petit peu tout ça. » quoi. Voilà. Mais on t'invite à y participer pour être avec les autres, pour être dans une communauté, et il ne va pas être dans cette dimension-là. Et donc voilà, avec la communication coopérative non violente, nous, ce qu'on prône, c'est la posture interdépendante, qui, elle, permet un comportement plutôt proactif, la qualité des conditions de vie au travail, des qualités de l'accompagnement, l'expression libre, la confiance, l'estime de soi, la co-construction, la co-décision. Et ça, c'est important parce que finalement, entre un accompagnant et un accompagné, c'est bien d'avoir une co-construction, même pour un business plan, un compte d'exploitation prévisionnel, un plan de financement, et une co-décision. On est bien d'accord, ce tour de table financier, on le fait comme ça. On est bien d'accord. Je ne te l'impose pas. Tu ne me l'imposes pas, on en parle. Voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est vraiment le terreau pour réussir la co-construction. Donc vous voyez bien que ça appartient à des postures interpersonnelles. Et si nous, accompagnants, on ne fait pas l'effort, ce n'est pas le porteur de projet forcément qui le fera. En tout cas, on essaiera d'aller dans une dimension, dans un chemin qui aille dans ce sens. Alors moi, j'aime bien cette formule-là. Avec les autres, quand je réprime ce qu'il faudrait que j'exprime, je déprime. Voilà. Et, non, il y a des petites dépressions qui existent. Voilà. Et donc, vous en avez deux possibles. Alors, avec les porteurs de projet, on a regardé ça, c'est l'implosion ou l'explosion. Alors, l'explosion est plus rare. Vous savez pourquoi l'explosion est plus rare? Parce qu'il y a punition-récompense. Il y a une convention d'accompagnement, et voilà, et on te met dehors, et tu sais que dans l'écosystème, tu seras grillé, mon gars. Alors, t'exploses pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils implosent. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Quand nous ne nous sentons pas en sécurité, des mécanismes de défense se mettent en place. Alors, on va toucher le besoin de sécurité du porteur de projet. Et donc, quand il est en implosion, il va gérer des choses comme tristesse, silence, burn-out, culpabilisation, isolement, perte d'estime de soi, faux self,
dépression, perte d'envie, repli sur soi, fuite, etc., etc. Pas très positif pour quand il va être dans le grand bain du business. S'il n'a pas l'énergie, ça va être compliqué. Hein, voilà. Et explosion, je m'exclus de l'accompagnement, je rentre en conflit, colère, comportement vindicatif, perte de motivation, attaque, absentéisme, voire la pomme pourrie dans le panier, quoi. Vous l'avez dans votre cohorte et il diffuse des trucs pas très sympas, quoi. Voilà, donc autant éviter ces éléments-là dans notre accompagnement. Je saute des slides, hein, en fonction du timing. Alors le point principal évidemment sur lequel on va devoir travailler en communication coopérative non violente, et on verra comment construire la confiance, essentielle. Alors moi je vous invite à faire une météo de la confiance. Donc au moins une fois par mois ou tous les 2 mois avec votre porteur de projet, c'est de poser votre... Souvent on fait une météo, tu te sens comment aujourd'hui, etc. C'est bien hein, déjà, hein, c'est pas mal, il faut le faire. Et la météo de la confiance, elle est comment notre relation aujourd'hui ? Comment tu te sens dans la relation que nous avons pour accompagner la création de ton entreprise? On ne le fait pas. Vraiment, les porteurs de projets sont redevables de ça. Ils sont étonnés au départ. On me demande mon avis sur comment est l'accompagnement. Comment tu te sens dans l'accompagnement? Voilà. Et puis parfois, les langues se délient, des choses qui n'ont pas été dites. Ah oui, comme la dernière séance, machin, etc. J'ai trouvé que tu as été un petit peu dur, que... Ah bah écoute, on en parle vraiment, voilà. Et là, on apaise pour pouvoir repartir et avoir de l'énergie. Donc vraiment, il faut instaurer cette confiance. C'est ce qui permet... C'est pas du bisounours, la confiance. Hein. La confiance, ça permet l'efficacité, le bien-être, et le bien-être, hein, santé, voilà, le bien-être permet l'efficacité. Pas de bien-être, pas d'efficacité. Moi, j'ai accompagné un projet dans Alterventure, mais un super projet. Je n'avais pas encore la communication coopérative non violente, mais je sentais qu'il manquait quelque chose entre les 2 associés principaux, et je sentais des tensions de dingue. Ça n'a pas raté, hein. Ils se sont mis dessus, intellectuellement parlant, controverse permanente, et ça, ils ont planté la boîte, quoi. Un gâchis total. Et là, j'ai dit, c'est juste pas possible, quoi. On ne peut pas accepter ça. Enfin, après tout le travail qu'on avait fait, c'était désolant. Donc la confiance, très très important. Alors, comment vous pouvez utiliser la communication coopérative non violente? Elle s'utilise de 3 façons. Avec vous-même, avec l'autre, et en recevant le message de l'autre. Donc, avec vous-même, accompagnant. Moi, dans 3 ans, je prends ma retraite. Donc, moi, je vous souhaite plein de bonheur, quoi. Vraiment, vous faites un métier difficile. Non, pour moi, c'est un des métiers parmi les plus difficiles. Il faut avoir des compétences financières, juridiques, comptables, marketing, marché, distribution, psychologique, sociologique, anthropologique, voilà. Santé. Bon, voilà, c'est un peu le mouton à 5 pattes, cette histoire. Hein. Bon. Donc, auto-empathie envers vous-même. C'est la première règle. Soyez bienveillant avec vous en tant qu'accompagnant. Ne vous dites pas le soir oh, j'aurais pas dû dire ça, ah là mais j'ai fait ça, j'ai pas bien fait. Non. Soyez de l'auto-empathie. Ça ne veut pas dire ne corrigez. Bien sûr qu'on corrige le tir tout le temps, mais ne vous flagellez pas, quoi. D'abord, ça fera absolument rien avancer. Hein. Dans l'accompagnement et dans la vie de tous les jours, il y a 2 axes. Il n'y en a pas d'autres. Enfin, c'est mon point de vue. Il y en a peut-être plein d'autres. Mais enfin, mon point de vue, c'est qu'il y en a 2. Il y a la peur et il y a l'amour. Voilà. Donc 98% des individus humains fonctionnent par la peur. Parce que notre mode éducatif est fondé sur la peur et les croyances. Et la peur nous fait avancer. Voilà. Et il y a une autre, c'est fondé sur l'amour. Donc sur l'envie et le désir de faire quelque chose de bien, que le projet réussisse, que l'entreprise se crée. Moi, je vous invite à aller vers l'amour. Voilà. Et c'est le thème de Procréa, d'ailleurs. Voilà. J'ai insisté pour connaître ce thème-là. Donc l'auto-empathie, en tant qu'accompagnant, je vais communiquer avec moi-même pour clarifier ce qui se passe en moi. À la fin d'un entretien, à la fin d'une journée, il s'est passé quelque chose en vous. Vous avez ressenti des choses. L'entretien s'est peut-être pas bien passé pour vous. Donnez-vous 5 minutes en auto-empathie. Bon, il s'est passé ça, ça, ça. Ne vous flagellez pas. Parlez-en avec un collègue, etc. Et regardez comment vous pouvez corriger le tour. Et soyez bienveillant envers vous-même. Parce qu'on ne peut pas être bienveillant avec l'autre quand on n'est pas bienveillant avec soi-même. Il y en a qui disent c'est compliqué d'aimer l'autre quand on ne s'aime pas soi-même. Voilà, mais en tout cas, c'est compliqué d'être bienveillant avec l'autre quand déjà on n'est pas bienveillant avec soi-même. On en parlait au déjeuner. Le chef d'entreprise, ce qu'il aime, c'est la douleur, le sacrifice, l'effort. Là, il envoie. Voilà, bon. Non, il a le droit au bonheur aussi et travailler que 10 heures par jour au lieu de 18 heures. Voilà. Voilà. Auto-empathie. Le deuxième, c'est communiquer vers le porteur de projet d'une manière qui favorise la compréhension et l'acceptation du message. Donc c'est ce qu'on appelle l'expression authentique. Donc, ne pas confondre authenticité et spontanéité. Spontanéité, c'est qu'on peut surréagir. C'est un peu, vous voyez, c'est les réactions soupe au lait.
Bah, poids. Sous-poilé, on fait poids. Voilà. Donc ça, c'est pas bon. Hein. Et ça nous arrive, malheureusement, parce qu'on est des êtres humains. On aura beau dire, mais c'est pas grave, on est des êtres humains. Si on peut l'éviter, c'est mieux parce que on sédimente des choses négatives chez le porteur de projet et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et c'est ce qui permet l'acceptation du message. Hein. Il ne suffit pas de le faire passer, mais je lui ai dit, mais je lui ai envoyé un mail. Je vais m'assurer qu'on s'est bien compris, on est d'accord là-dessus. Une expression, tu es OK là-dessus. Non, non. Est-ce que tu es vraiment OK là-dessus? Est-ce que tu es vraiment OK sur ce calendrier, sur cette feuille de route? Parce que souvent, il vous dira oui. S'il est en soumission, il vous dira oui. Hein. S'il est en rébellion, il ne dira rien, mais il en fera qu'à sa tête. Donc, autant obtenir un vrai accord. Et puis, le troisième niveau, c'est de recevoir un message du porteur de projet également. Le porteur de projet, il va vous parler. Et vous pouvez dire à un moment donné, et après, tu as vu comment il m'a parlé? Il m'a dit ça, machin. Non, attends, je l'accompagne, il a les financements de la région, de l'Europe, de la BPI, du machin, du truc. Et il parle comme ça. Mais je vais lui casser la tête. Voilà. Ça, c'est très communication coopérative non violente, bien sûr. Donc, c'est pas bon. Hein. On va écouter le porteur de projet d'une manière qui favorise le dialogue, quelle que soit sa manière de s'exprimer. Et pour faire ça, on ne va surtout pas être dans l'interprétation et le jugement. Le risque, hein. Toute notre vie, nous passons notre temps à interpréter et à juger ce que les gens nous disent. Ton prénom, c'est Olivier. Olivier, dis-moi quelque chose. Vous êtes très gentil. Voilà, vous êtes très gentil. Voilà. Ça, c'est un jugement. Moi, je veux du factuel. Voilà, voilà. Donc, c'est un bon jugement, c'est bien. Hein. Voilà. Donc, empathie. Donc ça va être important. OK? Alors, pour faire ça, il faut vraiment que ce soit l'expression d'une volonté. Donc, la communication coopérative non violente, finalement, comme l'intelligence collective, ce n'est pas de la technique. Si ce n'est pas une vraie intention, une vraie volonté, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas un tableau Excel où on remplit les cases avec des hyperliens et des tableaux dynamiques. On centre son attention au moment présent, ça c'est important, on est avec le porteur de projet, on est vraiment dans l'instant, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de penser à son portable, au reporting qu'on doit faire tout à l'heure à la région, à la métropole, j'en sais rien, on le fera après. Voilà, on est dans l'instant, on se concentre sur ce qu'on a à faire avec son porteur de projet, on exprime une intention claire de favoriser le dialogue et la coopération. Notre accompagné, on le prend par l'épaule, psychologiquement parlant. C'est vraiment ça l'état d'esprit. On le prend par l'épaule et on se met en empathie, on entre aussi dans son monde. Parfois, on refuse d'entrer dans son monde. Moi, ça m'est arrivé tellement de fois où j'ai prévu ma réunion, on va travailler sur le plan de financement, par exemple. J'ai prévu 2 heures sur le plan de financement. C'est 2 heures sur le plan de financement, sur rien d'autre. Et il commence à me raconter sa vie, mais il me gonfle, il me gonfle. Je veux 2 heures, je veux que le plan de financement soit bouclé dans 2 heures. Mais je ne l'écoute pas. Et en fait, j'ai tort. Voilà. Il y a une façon, ça ne veut pas dire que j'ai passé 2 heures à ce qu'il me raconte comment il a multiplié les carottes dans son jardin avec sans entrant bailleur, mais voilà. Donc, je vais entrer quand même dans son monde et après prendre le raccourci pour le faire revenir à mon résultat. Hein, intention de résultat et intention de relation. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, il n'y a pas de dogme sur cette histoire. Hein. En fonction des situations, vous pouvez vous mettre soit en intention de relation, soit en intention de résultat. Vous avez le choix. Tout dépend du contexte. Et parfois, il y a des urgences qui ne permettent pas de se mettre en intention de relation. Juste, il faut connaître ce choix et c'est important. On a toujours le choix, en fonction du moment, de se mettre en intention de résultat ou en intention de relation. L'intention de résultat, c'est notre communication habituelle. Alors, c'est schématisé, bien sûr, mais en gros, on veut changer le comportement ou l'opinion de l'autre. C'est-à-dire, il nous présente une stratégie d'accès au marché, enfin peu importe ce qu'il nous présente, on n'est pas d'accord avec ça, on a une autre idée sur la question, on va essayer de le convaincre de prendre notre position. On ne va pas essayer de faire qu'il s'interroge, on va essayer de le convaincre. Or, on devrait faire en sorte qu'il s'interroge. De le convaincre, etc. Donc là, ça s'appelle dominer ou convaincre. On va vouloir trouver une solution à n'importe quel prix relationnel et tout de suite. Je suis dans le résultat, des objectifs, des machins, je veux absolument aboutir. Et je suis pressé, j'ai envie d'aller vite, j'ai d'autres projets qui attendent, j'ai des rendez-vous, etc. C'est compliqué. Et donc, quel que soit le prix relationnel, quitte à casser la confiance, je veux avancer. Ça, c'est aussi un risque. Parfois, il faut savoir le prendre. Hein. Je n'ai pas dit que c'était un mauvais choix. On a le choix toujours. On va vouloir se donner raison et donner tort à l'autre, inconsciemment. Et les gens n'aiment pas avoir tort. Voilà, donc il faut leur dire d'une manière différente que leur faire sentir qu'ils ont tort. Quoi. Voilà. Et on va vouloir exercer son pouvoir sur l'autre, finalement.
La communication consciente, ça nous permet de vouloir créer une qualité de relation dans mon accompagnement qui me permette de prendre en compte les besoins de chacun. Ça s'appelle coopérer. Moi, j'ai des besoins, j'ai des objectifs, j'ai un certain nombre de porteurs de projets à accompagner. Je veux des sorties positives, c'est mes objectifs. Je n'en démords pas, mais je prends aussi le besoin de l'autre. Il veut faire avancer son entreprise avec plus de techno, plus d'environnement, plus de social, peu importe. Et je prends en considération les deux. Je mets vraiment dans un système de coopération et je vais vouloir exercer mon pouvoir avec l'autre. Donc le mot même de pouvoir, finalement, disparaît. Parce que dans accompagnant, accompagner, il y a quand même un rôle un peu de sachant, de courbe d'expérience de l'accompagnant. Le pouvoir est plutôt du côté de l'accompagnant. Voilà. Parfois, il y a des accompagnés qui se rebellent et qui prennent le pouvoir. Ça crée du conflit. En fait, il n'y a pas de pouvoir, il y a de la coopération. Et ça, c'est intéressant de coopérer dans l'accompagnement. Alors, un élément aussi à prendre en considération qui est important, c'est quoi sa météo du jour, justement, mon porteur de projet. Il faut prendre en compte la situation émotionnelle du projet. Ben, il a une vie en dehors de son projet, ou dans son projet. Il a des difficultés, il a eu des coups durs, etc. Donc c'est bien de lui demander sa météo. Ben, tu en es où au jeu dans ton projet, etc. Ah bien, je viens d'avoir un refus de machin, un refus de prêt, je viens d'avoir un refus d'autorisation administrative, la réglementation qui devait sortir n'est pas sortie. Il y aura plein de raisons. C'est bien de prendre ça et de vérifier si le porteur de projet est en lui ou hors de lui. S'il est vraiment hors de lui, porteur de projet ou une situation de vie quelconque, ça n'a aucun intérêt de parler à quelqu'un qui est hors de lui. Et de passer au forcing, ça se finit mal en général. Voilà. Il faut savoir différer l'entretien. Bon, je vois que c'est compliqué au téléphone. Est-ce que vendredi, mais tu seras disponible vendredi, ça se passe bien, etc. Mais non, j'ai ça à régler. S'il y a vraiment plein de trucs à régler, des urgences, il faut lui en parler, quoi. Il faut discuter avec lui de façon à apprendre. Attendre que le porteur de projet revienne à lui, c'est une expression, pour entamer le rendez-vous. Sinon, c'est préférable de le reporter. Donc ça, c'est la technique du sablier. Moi, j'utilise souvent cette technique-là dans ma vie personnelle, quand j'ai un différend, quelque chose de compliqué, où je sens qu'il y a des tensions qui peuvent monter. J'ai un sablier, c'est mon code, en fait. Voilà. Je dis à Fabienne, regarde, j'ai mon petit sablier, hop, 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 hop. Je le mets sur la commode, je le tourne. Et elle sait que pendant 30 secondes, on ne peut pas me parler. Voilà. Il faut que je digère l'émotion, le ressenti, parce que je suis un être humain. Et comme ça, pas de surréaction, pas de réaction. Et pendant 30 secondes, silence. Voilà. On peut le faire aussi au bureau, un sablier. Bon. Alors 30 secondes, c'est trop long, parce que ça nuit à la productivité, mais 15 secondes, c'est bien. Bon. Alors le processus de la CNV. Alors c'est l'histoire de la girafe. Alors, vous savez pourquoi Marshall Rosenberg a pris comme donc l'accompagnement. Voilà. On va vous encourager, enfin je vous propose, vous faites ce que vous voulez, d'aller vers un accompagnement girafe, plutôt que vers un accompagnement chacal. C'est les deux animaux c'est facile, c'est les deux animaux qui ont été choisis par Rosenberg. Alors vous savez pourquoi il a choisi la girafe? Elle regarde de haut. C'est la deuxième raison, mais la première. Non. Regardez le cerveau où il est. Il est où le cerveau? Regardez la longueur du cou. Ça pose quoi comme problème physiologique? Il faut envoyer le sang au cerveau de la girafe. C'est le mammifère qui a le plus gros cœur. Elle a un très gros cœur pour pouvoir pomper le sang sur le systolique et le diastolique et envoyer le sang dans le cerveau. Voilà. Donc comme elle a le plus gros cœur, communication non violente, Rosenberg l'a choisi. Voilà. Alors elle est quoi? Alors moi, je vous invite à avoir donc un accompagnement intuitif, bienveillant, d'être observateur, d'être singulier et d'être assertif. Et être assertif, ça veut dire justement ne pas être surtout bisounours. Assertif, c'est je suis dur, voire très dur avec le problème, mais je suis doux, voire très doux avec la personne. Je sépare le problème de la personne. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et quand on commence à dire un porteur de projet, tu machin, c'est sûr qu'on va avoir un accompagnement de confiance exceptionnel. Par contre, ça pose une difficulté. Qu'est-ce que tu en penses? Comment on pourrait faire? Les choses peuvent paraître différentes. Et surtout, on n'ignore pas la difficulté. On rentre dedans même avec force. Voilà. Donc ça, c'est la girafe. Voilà, ce à quoi on peut aspirer si on le souhaite. S'il n'y a pas d'intention, restons chacal. Moi, j'ai été chacal très longtemps. C'est super confortable. Qu'est-ce que c'est confortable. Girafe, ça demande du boulot quand même, je vous le dis. Bon. Chacal, format, c'est souvent inconscient. Du déni de responsabilité, du jugement, de l'interprétation.
de la généralisation, de l'évaluation. Voilà, on évalue en permanence. Alors d'ailleurs, moi je vais pomper sur Realis. J'avais un comité d'évaluation, un jury même, un jury d'évaluation. J'ai appelé ça, je cherche un nom pour comité d'agrément ou un truc un peu plus, voilà, un peu plus communication non violente. Et non, voilà. Des comités d'évaluation? Eh bien voilà, comité d'agrément, c'est mieux, c'est plus doux, et puis je trouve que c'est plus respectueux qu'évaluation, c'est j'ai le pouvoir de te dire stop. Bien sûr que je l'aime, mais je ne peux pas oublier de le crier sous les toits. Voilà. Là, voilà. Quel est notre langage? Et on verra un petit peu, voilà, on est toujours sur ces deux éléments-là. Donc en gros, avoir raison, c'est le jeu où tout le monde perd, hein, parce qu'on fonctionne par récompense ou punition, de manière consciente ou inconsciente. Le langage du chacal, c'est basé sur des jugements, conscients ou inconscients, des reproches, des critiques, de la domination. Et ça, c'est de la violence, en fait, du silence. Le silence, c'est de la violence. Ton prénom, c'est Olivier, c'est ça? Non, je ne me rappelle plus. Mais il n'ose plus, hein, maintenant. Hein. Oui, on pense. Olivier. Olivier, par exemple, si Olivier me parle et que je fais silence, je suis violent avec lui. C'est de la violence. Le silence, c'est de la violence. On prend le temps de réfléchir. Ah, ça, c'est bien. Mais le silence complet ou la fuite, c'est de la violence. Voilà. Il y a plein de formes de violence. Hein. Ce n'est pas que Bertrand Cantat. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la violence. Le langage de la girafe, il est basé sur l'observation, donc sur du factuel, des faits justes, indiscutables. Et on va en parler de ça, les faits indiscutables. Et ça, c'est très important. Comment, un fait indiscutable. Par exemple, si, je vais prendre la région. Non, mais c'est un fait indiscutable. Mais c'est du factuel, c'est ça qui est bien. Et la région est en communication coopérative non violente, sans le savoir. Quand elle me dit sur ton tableau machin, il manque les 15 premières lignes ne sont pas remplies, bah oui, les 15 premières lignes, je constate, elles ne sont pas remplies. C'est de l'observation. Si elle me dit Philippe, tes tableaux de reporting, c'est de la daube, t'en fous pas une, va falloir te bouger un peu parce que sinon, l'AAP prochain, on va te passer au courbouillon, ça, c'est de la communication violente, vous voyez. Donc, c'est plus d'observation, c'est du jugement-interprétation. Voilà. Ah, Philippe, il est toujours en retard pour son reporting. Ce qui est un peu vrai. Mais voilà. Donc là, l'idée, c'est d'adopter des comportements le fait d'adopter des comportements de défense ou d'attaque, c'est compliqué et ça provoque des résultats négatifs. Il y a un autre point aussi, on a toujours tendance, dans notre accompagnement, à essayer de trouver une solution. Mais ce n'est pas la demande du porteur de projet. Le porteur de projet, il n'est pas bien, d'accord? Et on aura tendance, oui, pourtant c'est une bonne intention, hein, les chemins de l'enfer sont pavés de bonnes intentions. Hein. J'ai la solution pour régler ça, c'est rien, ça va aller. Ben ça, c'est chacal. Pourtant, je le fais tous les jours. Girafe, c'est j'ai le temps d'être avec toi et d'écouter où tu en es dans ton projet. Pas pareil, voilà. Et on va trouver une solution ensemble et la co-construire. Parce que parfois, moi, il m'est arrivé de proposer des solutions, voulant bien faire, sans écouter vraiment le porteur de projet, parce que par ma courbe d'expérience, je pensais vraiment que c'est comme ça qu'il fallait faire. Mais le problème, c'est que la solution, il la recevait, mais il ne la mettait pas vraiment en pratique parce que il ne se l'est pas approprié. Oui. Donc j'aurais eu plutôt intérêt à la co-construire avec lui. Voilà. Donc le principe de la communication non violente, c'est OSBD, hein, observation, sentiment, besoin, demande. Donc c'est une méthodologie de discussion qui permet d'aboutir. Alors j'observe les faits, du factuel, qu'est-ce qui s'est passé, j'exprime ce que je ressens par rapport à ça, sans dire c'est bien, c'est mal. J'exprime mon besoin. Tu comprends, moi, quand tu ne me donnes pas ton reporting, machin, ben, je me sens un peu inquiet parce que je vais avoir besoin de consolider les statistiques à la fin de mois et je ne sais pas comment je vais faire. Ah oui, d'accord. Ah oui, ah oui. Ah, je comprends bien, oui, d'accord, ça va bien. OK. Et la demande, je te demande, je te demande à l'avenir d'être plus sérieux. Non, je te demande, est-ce qu'on peut faire un point tous les 6 mois, machin, pour s'assurer que tu puisses produire ton reporting à la bonne date, de façon à ce qu'on puisse consolider globalement. Nickel. Voilà. Et une fois que j'ai fait ma demande, je la vérifie, on est d'accord sur cet engagement. Ça te convient, tu peux vraiment le faire. Oui, oui, non, non, vraiment, tu me dis oui, c'est un vrai oui. Voilà, on va vraiment chercher le vrai oui. Avec bienveillance, hein, avec un ton empathique.
Et vous voyez évidemment que dans ce type de relation, il n'y a pas que l'observation et le cerveau qui fonctionnent, il y a aussi le ressenti, donc ce qu'on appelle le cœur, le langage du cœur, les besoins et la demande. Donc, sentiment, à la place d'émotion. Voilà. Donc voilà, observation, sentiment, besoin, demande. Vous lirez les exemples, mais je vais vous donner plutôt des exemples très concrets d'accompagnement parce que l'heure tourne. Donc on utilise plutôt le je que le tu. C'est-à-dire tu ou vous n'avez pas, c'est je n'ai pas reçu, plutôt que vous ne m'avez pas envoyé. Ouais. C'est plus intéressant. On abandonne le tu. Le tu, ça génère beaucoup de résistance. On dit souvent le tu. Voilà. Bon. Et c'est plutôt vrai. On s'appuie sur l'écoute empathique et on suppose, la CCNV, ça suppose d'oser reformuler une demande, de supprimer les jugements et les interprétations, d'être authentique et d'être en bienveillance. Voilà. Donc très souvent, la formule, hein, c'est « j'ai observé que ». Par rapport à ça, je ressens ou je me sens de telle ou telle façon. J'ai besoin d'eux, et j'accorde de l'importance à. On verra d'exemples très concrets d'accompagnement. Est-ce que tu veux bien, serais-tu d'accord pour? Voilà. Donc, et ce principe, en fait, moi, aujourd'hui, je travaille, j'essaie de l'automatiser avec mes mots à moi. Hein, vous n'êtes pas obligé de reprendre cela. Et vraiment, ça facilite énormément les choses, parce que souvent, mon interlocuteur, il se sent mieux compris. Et il ne sent pas de rapport de force. En fait, un individu, quel que soit le genre, quand on sent un rapport de force, eh ben, ça détruit la relation. Parce qu'il y a un rapport de force, justement. Et donc, ce n'est pas équilibré, ce n'est pas équitable. Hein. Moi, je vous donne un exemple très concret. Donc, sur un accompagnement, par exemple, j'ai demandé à Jean-Pierre et Nathalie de me remettre leur business plan pour l'envoyer à la banque à tout prix, vendredi soir à 18 h. D'accord. Vendredi soir à 18 h, ils m'envoient leur business plan. D'accord. Non, lundi matin, c'est mieux ça. Lundi matin, 9 h. Comme ça, ils ont bossé tout le week-end. Donc, et ils me donnent leur business plan lundi matin à 9 h. Et j'ai un rendez-vous jeudi avec eux. Et ils s'aperçoivent que leur business plan, il est sur mon bureau. Ils ont mis dans une chemise. Donc, ils voient que ça n'a pas été ouvert, rien. Effectivement, je ne l'ai pas ouvert. Ils ne sont pas contents. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un travail, je termine le business plan en urgence. 3-4 jours après, ben, je constate que c'est toujours sur ton bureau, tu ne m'as pas fait de retour. Hein. Ça arrive, hein. Ça vous arrive pas? Ah, si, ça arrive. Voilà, d'accord. Je ressens de la colère et tu manques de respect, quoi. Tu te fous de moi, quoi. C'est pas sérieux, quoi. Bon. J'ai besoin d'explications et de respect pour mon travail, quand même. Tu me demandes des trucs et puis finalement, ça sert à rien, quoi. Et puis, ne sachant pas ce qui s'est passé, je demande une explication. Donc là, on est avec la CNV, c'est que je vais demander une explication. Si je suis en mode chacal, j'ai répondu à ta demande, mais cela n'a servi à rien. Je passe en reproche, tu abuses de ma gentillesse, donc je le juge. Tu es méprisant, tu ne fais jamais attention aux autres. Surenchère de justification, on va se justifier, on va rentrer en punching ball, là, hein. Donc ça va être très très compliqué. La réalité, tout simplement, c'est qu'une fois qu'il a demandé l'explication, on lui a expliqué qu'effectivement, c'était très important de recevoir le dossier parce qu'il y avait un comité BPI le lundi matin à 10 h. Ce comité BPI, quand je suis arrivé au bureau, j'ai reçu un mail qui m'indiquait qu'il était reporté de 4 jours. Et donc, j'avais d'autres urgences à traiter. Et donc, je serai en ligne pour ce comité BPI qui aura lieu plutôt en fin de semaine. Je n'ai pas eu le temps de lui dire. Et je pars sur un quiproquo. Voilà. Mais c'est la vie. Voilà. Donc, on est vraiment dans la transparence. Et on est très attentif à la façon de le formuler. Donc, les 4 piliers de la CCNV. Donc, le premier, c'est observation. Alors, l'observation, c'est très important dans les situations d'accompagnement, mais dans les situations de vie. Ça permet d'éviter l'interprétation et le jugement. On passe notre vie à interpréter et à juger. Hein. C'est un sport pas national, mondial. On passe notre vie à interpréter et à juger. Donc là, on va juste observer tranquillement qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec ce business plan, avec ce plan de financement, dans cette journée collective, lors du rendez-vous, avec les banquiers, avec la levée de fonds? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Du factuel. On reste que sur du factuel. Les faits sont objectifs et neutres, ils sont indiscutables, vérifiables, avérés, établis. Et donc je verrouille cette étape avec mon porteur de projet. On est bien d'accord, là-dessus, c'est bien ce qui s'est passé. Sans interprétation, sans jugement. Je ne peux pas poursuivre la démarche tant que je n'ai pas verrouillé l'observation. Sinon, ça ne marchera pas.
on est OK, on s'était mis d'accord pour que tu me remettes tel document à telle date, voilà le mail que je t'ai envoyé le 15, tu ne me l'as pas envoyé, ça me pose une... Et là, je vais poursuivre la démarche. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Parce que s'il me dit, si, je te l'ai envoyé, regarde dans tes spams, quiproquo. Et hop, je vais ouvrir mes spams et il est bien là. Ouais, donc on le verrouille, hein, l'observation. Observable, observation, c'est la vue, hein, l'ouïe, etc., nos sens, et on va le partager, et se mettre d'accord sur cette observation. On évite des mots. Alors les mots à éviter, vraiment, c'est des mots qui tuent la relation, hein, qui tuent la confiance. Hein. Toujours, jamais, trop, rarement, souvent, bien, mal. Voilà. Les jugements binaires, vraiment, ça fonctionne très mal en relation, quoi, en communication non violente. On évite ces mots, il y a plein d'autres mots, vous verrez, qui permettent d'être vraiment beaucoup plus précis. Bon, un exemple. Alors dans cette liste-là, vous en avez, il y a 2 phrases qui sont des observations. Le reste ne sont pas des observations. Qui pourrait me dire lesquelles sont des observations? Ouais, hier soir tu es parti avant la fin de la formation. Voilà, hier tu avais 15 minutes de retard dans notre rendez-vous. Tout le reste, ce sont des interprétations et des jugements. Pourtant, nous pratiquons ce langage quotidiennement, très souvent. Non mais tu parles trop dans nos réunions. Alors, dites ça à quelqu'un. Non mais tu parles trop là. Tu parles trop dans nos réunions. Ah mais ou entre nous. Ah celui-là, non mais il parle trop dans les réunions, quelle pipelette, etc. Voilà. C'est du jugement. On aime bien aussi, hein, ça nous détend. Hein. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire à la place de ça? Ben voyez-vous, tu es tout le temps en retard à nos rendez-vous. Sur le dernier trimestre, tu étais en retard sur 2 rendez-vous sur 4, avec un porteur de projet. Dans la formation de ce matin, tu as parlé pendant 30 minutes. Bon, on n'est pas obligé de calculer comme ça. Hein. Alors que les 7 autres personnes ont disposé de 10 minutes. On n'est pas obligé de... Ah non, c'est volontaire. C'est pédagogique, s'il vous plaît. C'est pédagogique. Voilà. Mais non, mais vous allez la voir. Tu as parlé la très grande partie de la réunion. Enfin, le fait, c'est que plus l'observation est objectivable, plus elle va être recevable et indiscutable. Hein. Heureusement qu'on ne parle pas comme ça. Chrono, qu'on démarre. Tu as dit que les autres porteurs de projet ne savaient pas s'engager et ne pensaient qu'à l'argent. Voilà. Il y a une discussion, il y a une dispute. Je dis le factuel. Voilà. Dans la dernière version de ton business plan, les chiffres ne correspondent pas d'une page à l'autre et il manque le plan de financement. C'est de l'observation. Plutôt que tu es trop brouillon dans ton business plan. Ah bon? Bon. Sur la durée du pitch fixée à 12 minutes, tu as pris plus de 20 minutes et tes slides comportaient plus de 20 lignes d'informations. Plutôt que lui dire, tes pitchs sont vraiment toujours trop longs et c'est pas clair. Hein. Ouais, je l'ai dit souvent ça. Bon. Et la personne souvent me disait, pourquoi il me dit ça? Je comprends pas. Ben non, parce qu'il y a des cours sur le pitch, il fallait pas surcharger les slides, machin, etc. Il fallait tenir en 12 minutes et pas en 20. Voilà. Ton projet avance trop lentement. Après 4 mois d'accompagnement, tu devais avoir finalisé l'étude de marché et établi le modèle économique. Voilà. Voilà. Donc toujours du factuel. Il faut faire cet effort-là, en tout cas éviter vraiment ces mots valises. Donc après, on va exprimer ce qu'on ressent. Bon, quand on exprime ce qu'on ressent, il y a plusieurs façons de le ressentir. Et donc là, on va avoir ce qu'on peut exprimer. Bah écoute, tu sais, quand tu me dis ça, je me sens. Quand tu fais ça, je me sens. Il y a plein de mots qu'on utilise très peu, mais ils sont pas mal. Je me sens consterné. Je me sens navré. Je me sens... C'est violent, ça abattu. Je me sens abattu quand tu me montres un business plan de 2 pages et demie. C'est un peu chaud, d'accord. Mais on peut avoir des choses, voilà, on peut trouver. Voilà. En tout cas, le vocabulaire est très très riche, la sémantique est très riche. Voilà, mais je me sens inquiet. Très souvent, on se sent inquiet parce que voilà, on avait fixé une deadline sur telle ou telle mesure et rien n'a avancé, quoi. Donc on se sent inquiet, on a le droit. Et ça, c'est naturel d'être inquiet. Il faut l'exprimer au porteur de projet. Voilà. Et là, c'est plutôt quand ça se passe bien. Voilà. Mais déjà, voir chacun de ces ressentis, c'est déjà lourd. C'est déjà un travail pour pouvoir les identifier. Juste pour vous dire qu'il y a une palette, vous aurez les supports. Donc, regardez la palette, vous verrez, c'est intéressant. Voilà. Et puis, il y a ce qu'on appelle des faux sentiments, des faux ressentis. Ça, c'est ce qu'on appelle des ressentis de déni de responsabilité. C'est-à-dire que dans les premiers, c'est moi qui ressens. Dans le deuxième, je fais porter la responsabilité à l'autre. Pourquoi? Parce que derrière chacun de ces qualificatifs, je peux rajouter « par toi ». Je ne suis pas entendu par toi, je ne suis pas soutenu par toi, je suis persécuté par toi, je suis attaqué par toi, je suis abandonné par toi, je suis délaissé par toi. Ça, ce ne sont pas des ressentis, c'est du déni de responsabilité. Je renvoie le ressenti sur l'autre, mon ressenti sur l'autre. C'est l'autre le responsable, voilà. C'est ta faute.
Ressentir sans interpréter, donc ça c'est vraiment très important, j'en ai parlé. Donc l'expression ensuite des besoins. Donc dans la première étape, j'ai observé une situation, j'ai exprimé ce que je ressentais. Bah, je suis obligé d'exprimer ce que je ressens. Parce que si tout va bien, il n'y a pas de souci, quoi, on avance. Mais si je suis inquiet, si je suis un peu dépité, si je suis un peu... il faut que j'exprime. Et la compagnie aussi peut l'exprimer. Hein. Et après, je vais dire, bah, ça m'embête un peu parce que j'ai besoin. J'ai besoin de quelque chose. Donc j'ai un besoin non satisfait. Et donc voilà, dans les besoins, j'ai exprimé mes besoins. Donc pareil, il y a toute une palette de besoins. Toutes ne sont pas utilisées dans le monde professionnel, bien évidemment, de l'accompagnement. Mais en gros, les grandes familles, au-delà de la pyramide de Maslow, le bien-être physique et physiologique, l'autonomie, sécurité, l'expression. J'ai besoin, le porteur de projet, lui, peut exprimer un besoin d'autonomie, par exemple. Hein. Sécurité, et ça nous arrange d'ailleurs, sécurité, expression de soi, empathie, respect, amour et amitié, jeu et distraction, repos, sens et spiritualité. Donc un exemple sur le jeu et distraction, un besoin que j'ai jamais compris des porteurs de projets. Voilà. Donc moi j'ai eu des jeunes dans mon équipe qui me disaient si les porteurs de projets ils ont besoin de jeu et distraction. Voilà, après 20 ans de banque, je dis c'est quoi cette histoire là? Ils sont là pour bosser, souffrir, sacrifice. Voilà, c'est un métier dur, le monde de l'entreprise. Il faut qu'ils apprennent la dureté du monde de l'entreprise. Et Théo me dit non, il faut les amuser aussi, ça marchera mieux. Bon. Et ben je m'y suis mis, voilà, parce que je me suis mis dans cette position de dire, ok, c'est leur besoin. Enfin, d'abord, j'ai testé pour voir si c'était un vrai besoin. C'était un vrai besoin, puis je voyais que ça se développait ailleurs aussi. Je dis, ouais, ça doit faire sens. Et pour mettre aussi un peu plus de jeu dans nos méthodes pédagogiques. Mettre aussi du bonheur, de l'amusement, de la coopération dans nos enseignements pédagogiques. Et bien évidemment, on ne finit pas l'entretien sans la formulation de la demande. Voilà. Donc je vous passe la théorie. Mais en tout cas, la demande, ce n'est pas une exigence, parce que l'exigence, ça va être refusée, en fait. Quelqu'un qui reçoit une exigence, il ne va pas être bienveillant face à la demande, et même s'il dit oui, il fera non. Hein. Ah. Et ça arrive très souvent, hein, votre porteur de projet. Si, oui, il m'a dit oui, qu'il allait le faire, etc. En fait, ce n'est pas un accord négocié, quoi. Ce n'est pas un accord entendu, ce n'est pas un accord accepté, c'est un accord contraint. Oui, je termine. Alors, juste un exemple de formulation. Voilà, je vais terminer là-dessus. Il reste 1 minute 30. Le langage du chacal et le langage de la girafe. Je viens de décréter qu'il reste 1 minute 30. Voilà. Alors le trait est grossi, mais c'est pour comprendre la philosophie du truc, quoi. D'accord ? Écoute, j'en ai vraiment ras-le-bol que tu me donnes aucune nouvelle de ton projet et que tu prennes la tâche de nos partenaires financeurs sans m'en parler. Voilà encore 2 mois qui passent sans que tu me donnes des nouvelles de ton projet. Mais tu n'en as rien à foutre, t'en as rien à faire de notre accompagnement ou quoi? Je grossis le trait. Hein. Vous voyez? Tac. Bon, ça peut arriver, ça. Hein, voilà. Bon. Et en girafe, je vais plutôt dire... C'est très confortable, ça. Je vous garantis, c'est vraiment confortable. Aurais-tu un moment à m'accorder dans la journée ou sinon parce qu'on peut prendre un rendez-vous? Je me rends compte que cela fait 2 mois que nous n'avons pas échangé sur l'évolution de ton projet. Je me sens démuni parce que je n'ai pas les infos qui me sont indispensables, notamment quand les financeurs me contactent, ainsi que pour faire mon reporting en réunion. J'ai besoin de sentir notre accompagnement en sécurité et pour cela de plus de régularité et d'échange sur ton projet pour assurer un accompagnement efficace. Pouvons-nous fixer un point projet tous les 15 jours en visio pendant 30 minutes, ce qu'on appelle les shortboards, et nous y tenir? Je te propose tous les mardis matins en 15 à 10 heures par exemple, si cela te convient. Voilà. L'idée c'est, voilà, je déroule, je pars d'une observation, j'exprime mon ressenti, en quoi ça pose une difficulté, sans dire c'est mal, c'est bien, t'es nul, machin, tu travailles pas, etc. Et je déroule le truc comme ça. Si vous voulez aller plus loin dans 45 minutes, chrono, hop, 46 minutes, 47, 48, voilà. Il y a des références bibliographiques si ça vous intéresse. Donc vraiment le document de référence, c'est Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs de Marshall Rosenberg. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Petit cahier d'exercice de communication non violente, la communication non violente chez Colibri et pratiquer la CNV au travail qui est très très bien foutu aussi. Voilà. Sinon vous avez des tutos, des vidéos qui sont sympas d'Ansembourg et de Issa Padovani. Voilà. C'est 2 références qui expliquent là. Alors eux ils expliquent plutôt dans le domaine familial, etc. Mais les enseignements sont les mêmes, vous les appliquez au monde du travail. Je vous remercie pour votre attention. Bon après-midi.